Cette quotidienne, le témoignage en direct dans un instant de Mathieu. Mathieu dont la fille Manon a été abattue par sa propre mère. Tout commence en fait dans la petite commune de Grignols en Gironde. Mathieu est l'heureux papa de 2 enfants, Manon, 9 ans et Mathis, 4 ans. Séparés de leurs mamans respectives, il a la garde de ses petits un week-end sur 2 et pendant la moitié des vacances scolaires. Un week-end de mars, Mathieu profite donc de ses 2 enfants dans la maison de campagne familiale. Mais le dimanche soir, alors qu'il ramène Manon chez sa maman Émilie, elle adopte un comportement étrange. Émilie lui parle en effet de taches de sang retrouvées dans la culotte de leur fille quelques jours plus tôt. Mathieu ne comprend pas de quoi elle parle et tente d'obtenir des explications en vain. Manon se met alors à pleurer. Émilie demande à Mathieu de rentrer chez lui. Mais dès le lendemain, le père de famille reçoit un appel intrigant du maire de sa commune. Ce maire lui demande de rentrer chez lui au plus vite car il est arrivé quelque chose de grave à sa fille. Mathieu est alors loin de se douter de la terrible nouvelle qui l'attend. En arrivant à son domicile, on lui annonce en effet que Manon est morte. Elle a été tuée par sa mère d'un coup de fusil. Nous sommes à Grignols, en Gironde. C'est ici que vit Mathieu. À 34 ans, ce technicien travaille dans un bureau d'études. Il est l'heureux papa de 2 enfants, issus de 2 relations précédentes. Et malgré ces séparations, il est très proche de sa fille Manon, âgée de 9 ans, et de Mathis, son fils, âgé de 4 ans. Mathieu a la garde de ses enfants un week-end sur 2 et pendant la moitié des vacances scolaires. En pleine reconstruction, après ces 2 échecs amoureux, Mathieu est loin d'imaginer qu'il va vivre un drame qui marquera sa vie à jamais. Un week-end de mars, Mathieu profite d'avoir ses enfants avec lui pour partir dans la maison de campagne familiale. Tous ensemble, ils passent du bon temps et enchaînent les activités. Le bonheur est au rendez-vous. Mathieu en profite car il sait que dès le dimanche soir, il doit ramener ses enfants chez leurs mères respectives. Il se rend alors chez Émilie, la maman de Manon. Mais dès son arrivée, la mère de famille lui pose une question étrange. Elle lui demande si Manon lui a parlé des traces de sang retrouvées dans sa culotte. Mathieu ne comprend pas de quoi elle parle et tente d'obtenir des explications. Mais alors que la fillette se met à pleurer, la mère de famille lui demande de partir. Mathieu reste sans réponse, mais il compte bien aborder le sujet plus tard et calmement. Il tente alors de réconforter sa fille et l'embrasse avant de regagner son domicile. Il est loin de se douter qu'il ne la reverra plus jamais. Le lendemain, après sa matinée de travail, Mathieu reçoit un appel intrigant. Au bout du fil, le maire de sa commune. Et il lui affirme que quelque chose de grave est arrivé à Manon. Il lui demande de se rendre très vite chez ses parents. Mathieu s'exécute et dès son arrivée, il constate que son père a un air grave. Lorsqu'il s'approche de lui, il le prend dans ses bras et lui annonce une terrible nouvelle. La petite Manon est décédée. C'est sa mère, Émilie, qui l'aurait tuée. Mathieu est sous le choc et complètement dévasté. Il cherche désespérément à comprendre ce qui a pu se passer. Mathieu est alors convoqué à la gendarmerie et il apprend que son ex-compagne Émilie était sur la route à 5 h du matin au moment du drame. Alors qu'elle voulait se rendre chez ses parents, elle serait tombée en panne. Armée d'un fusil, elle aurait alors décidé de tirer sur une voiture afin que le conducteur s'arrête et accepte de la conduire à destination. Après un premier tir, la mère de famille recharge son arme et cette fois, elle tire accidentellement sur Manon. Malgré l'intervention d'un témoin, la petite fille succombe à ses blessures. Quant à Émilie, elle tente de prendre la fuite dans les vignes. Finalement interpellée, elle est placée en hôpital psychiatrique. Après toutes ces révélations, Mathieu réalise qu'il ne verra plus jamais
sa petite fille. Et alors qu'il se demande pourquoi son ex-compagne était sur la route à 5 heures du matin avec Manon, les gendarmes lui donnent les premières réponses. D'après eux, les fameuses taches de sang retrouvées dans la culotte de la petite fille seraient en fait le déclencheur. À leur vue, Émilie se serait souvenue avoir subi des abus de la part de son père lorsqu'elle était enfant. Elle aurait alors décidé de prendre la route pour aller le tuer. Mais c'est finalement Manon qui aurait accidentellement été victime de la colère de sa mère. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. Vous êtes le papa de Manon. On va essayer peut-être d'abord de comprendre quelle était la personnalité d'Émilie à ce moment-là, qui était votre ex-compagne. Vous aviez passé combien de temps avec elle? J'ai passé 3 ans et demi en couple avec elle. Et donc on s'est séparés au bout de 3 ans et demi. Manon avait 1 an à l'époque, au moment de la séparation. Et du coup, elle est morte 8 ans après notre séparation. Donc entre-temps, voilà, elle a eu plusieurs compagnons. Et dernièrement, quand Manon est morte, je crois que ça faisait 1 an qu'elle était en couple, entre guillemets, avec une femme. Quand vous étiez, vous, avec Émilie, c'était quel type de femme? C'était une femme qui avait du caractère, qui était perturbée? Non, c'est une femme qui avait beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité, sûre d'elle-même. Elle avait fait une formation de vendeuse. Elle avait un bac pro-vente. Elle fuyait un petit peu la ville pour aller à la campagne, parce que son projet à l'époque, je me souviens, elle voulait avoir beaucoup d'enfants et vivre à la campagne de sa production de jardin, voilà. Vivre un peu naturellement. Ouais. C'est un peu une femme qui est un peu bohème, quoi. Un peu bohème. Elle voulait vivre en marge de la société. C'est le type de femme qui pensait, genre, à quoi ça sert que je travaille, puisque de toute façon, on n'aura pas de retraite. Donc, elle était un peu de ce style-là, quoi. Est-ce qu'elle vous inquiétait par moment, ou vraiment pas du tout? Non, pas du tout, elle ne m'inquiétait pas du tout. Elle était vraiment contre la violence, elle détestait tout ce qui était armes. Il n'y avait aucune arme chez elle. Et non, elle était pas du tout violente. Et vous n'aviez pas senti qu'elle pouvait être perturbée, en revanche? Je savais que ses parents s'étaient séparés alors qu'elle avait 9 ans. Du coup, elle a été un petit peu brinque-ballée. Enfin non, elle est partie chez sa mère. C'est sa mère qui a eu la garde. Mais je sais qu'elle n'était pas mal acceptée un petit peu, parce que sa mère a refait sa vie avec un homme. Elle a eu un autre enfant. Et je pense qu'elle s'est sentie délaissée par rapport à cet autre enfant. Et ensuite, elle a voulu se rapprocher de son père, mais je crois que son père, il était dans les travaux, bâtiment, il n'était pas spécialement enclin à s'occuper d'une petite. Du coup, elle a vécu un petit peu en marge. Elle sortait beaucoup avec des amis à elle sur Bordeaux. Il y a un peu un manque d'affection familiale. Je pense qu'elle a eu un manque d'affection, et de la part de sa mère. Enfin, peut-être de son père aussi. Quand vous vous êtes séparés, oui. Ça s'est fait en bonne entente ou il y a eu des tensions à ce moment-là? Bon, là, la séparation s'est bien passée, on va dire. Au mois de décembre, elle m'annonce qu'elle a fait une demande d'aide à parents isolés. Donc il faut qu'au mois de janvier, je ne sois plus là, quoi. D'accord. Donc là, je dis, ah ouais, tu le prends comme ça. Donc, puisqu'elle ne travaillait pas, en fait. Moi, je travaillais à l'usine, et en plus, j'étais pompier volontaire à cette époque. Mais donc j'enchaînais les 2 boulots. C'est elle qui vous a écarté? C'est elle qui m'a dit, voilà, j'ai fait une demande d'allocation à parents isolés, faut que tu partes. D'accord. Ah ouais. Et vous l'avez pris comment? Enfin, c'est étonnant. Après, bon, il y avait eu des hauts, des bas. J'imagine, mais embrouillé plusieurs fois. Ça, c'est un peu brutal quand même. C'est un peu brutal, oui. Mais je me suis dit au fond de moi, bon, mais dans un mois, tu vas revenir en pleurant. Et en fait, moi, un mois après, je suis revenu, et c'était un autre homme qui m'ouvrait la porte quand je voulais récupérer Manon. Donc je me suis dit, bon, là, elle est passée à autre chose, quoi. Ça vous a fait de la peine à ce moment-là? Ah ben oui, là, j'étais fou, quoi. J'étais fou de rage. Au fond de moi, je voulais la récupérer. Parce que je l'aimais, c'était ma première histoire d'amour, on va dire. Du coup, là, j'étais anéanti, quoi. Au milieu de tout ça, il y a Manon? Au milieu de tout ça, il y a Manon. Comment elle vit cette séparation? Manon, mais déjà, Manon, là, elle a 1 an. Hein. Donc là, elle suit sa mère. Mais sa mère, elle n'a pas trop pris en compte les besoins de Manon, je pense. Elle ne s'est pas arrêtée de vivre pour Manon.
elle a continué sa vie à faire ses rencontres, Et donc, sans vraiment préserver Manon, je pense. Et il y avait une garde alternée entre vous? Non, elle avait la garde et moi, je voyais Manon un week-end sur 2. Ah, un week-end sur 2 et les vacances scolaires, c'est ça? Et la moitié des vacances scolaires. La moitié des vacances scolaires. Comment vous le viviez? Comment le vivait Manon, ce partage entre les deux en grandissant au fil du temps? Alors moi, au tout début, quand je me retrouve tout seul avec une petite fille d'1 an, j'ai 25 ans, je crois, bon, là, je le vis très mal. Pour moi, elle est le symbole de mon échec sentimental. À plus 1 an, un bébé d'1 an, c'est tout petit, il faut lui donner le biberon, lui changer les couches tout le temps. Puis moi, quand je me suis séparé, donc du coup, je suis revenu chez mes parents et j'ai repris le sport. J'ai repris le sport que j'avais arrêté quand j'étais avec donc le rugby. Je bougeais, je voyais mes potes. En fait, moi, dès que je pouvais donner, laisser ma Manon à ma mère ou à la copine de mon frère, je le faisais, quoi, malheureusement. Mais après, voilà, quand j'avais pas sport ou quoi, je m'occupais d'elle du mieux que je pouvais. Après, en grandissant, je me suis plus occupé d'elle. Le fait de rencontrer la mère de mon fils aussi. Elle m'a fait prendre conscience, voilà, que j'avais une fille, qu'il fallait que je m'en occupe un peu plus. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc vous avez passé 8 années en fait avec Manon en vous occupant d'elle, en allant la chercher régulièrement chez Émilie. Ce fameux jour où vous la ramenez, où vous ramenez Manon chez Émilie, elle a une réflexion bizarre. Oui, déjà, elle est bizarre parce que c'était au mois de mars, le 8 mars. Il fait froid, c'est la nuit. Et elle est en t-shirt, elle est pieds nus. Et elle me dit, bah, j'ai froid. Je lui dis, ben, mets-toi un pull, mets-toi des chaussures. Elle me dit, non, je veux être en contact avec le sol. Ah ouais. Donc là, je me suis dit, bon, elle a peut-être fumé un peu trop parce qu'elle était un peu adepte du cannabis, on va dire. Et elle me dit, au fait, est-ce que Manon t'a parlé du fait que j'avais trouvé du sang dans sa culotte? Là, je lui dis, non, elle m'a pas parlé de ça. Et mais tu veux en parler? Et à ce moment-là, Manon part en pleurant dans les bras de sa mère. Elle me dit, non, mais je veux pas en parler, les traces. Et je vois que Manon continue à pleurer. Je lui dis, mais si, vas-y, dis-moi, parle-moi. Non, vas-y, trace. Bon, ok. Du coup, je rentre chez moi, et vers 22h, j'essaie de rappeler. Ça vous travaille, cette histoire? Oui, ça me travaille un peu. Qu'est-ce que vous imaginez? Là, du sang dans la culotte, là, je me dis, je sais pas, elle s'est fait mal, ou peut-être que c'est ses premières règles, j'en sais rien. Mais ça m'inquiète, mais sans trop, en fait. Ouais. Et à 22h, je rappelle pour répondeur. Je dis, ah bon, je rappellerai lundi, quoi. Et là, lundi, à midi, je reçois un coup de téléphone. Le maire de ma commune qui m'appelle et qui me dit, Monsieur Porté, oui, il s'est passé quelque chose de grave entre la mère de votre fille et votre fille. Il faut que vous rentriez chez vous. Et là, je lui dis, ben non, là, je travaille, je vais sur Bordeaux, parce que je suis technicien dans un bureau d'études. Et donc, non, j'irai plus tard. Il me dit, non, maintenant, c'est grave. Je dis, ah ouais, bon, ok. Donc, je préviens ma direction, je rentre. Je rentre chez moi, et là, je vois mes parents et mon père qui se lèvent. Enfin, ils avaient tous les deux l'air grave, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Mon père se lève, il vient vers moi. Il me prend dans ses bras, très fort, comme s'il voulait m'écraser. Et il me dit, va falloir que tu sois fort, mon fils. Je dis, ah bon, pourquoi? Manon a été tuée. Je dis, quoi? Mais comment ça, par qui? C'est pas possible. Là, c'est comme s'il m'avait poignardé avec un couteau à la lame glacée en plein cœur, quoi. Et là, je suis KO debout et il me serre pour pas que je tombe, en fait. Et dans ma tête, voilà, tout se bouscule, c'est pas possible. Manon, hier soir, en pleine santé, qui rigolait encore, parce qu'on avait passé tout le week-end avec mon fils aussi, on s'était vraiment amusé, quoi. Et là, tout l'enterrement, mais une église, le cercueil. Ça, c'est des images que vous avez? C'est des images qui me viennent. Toute la vie gâchée avec Mathis, tous ses projets, enfin, tout ce que j'avais imaginé pour elle, quoi. Tout part en fumée, mais c'est pas possible, quoi. Qui a fait ça? Sa mère l'a tué. Sa mère l'a tué, mais comment, pourquoi? Voilà,